Le singe ne considère sien que ce qu'il a dans le ventre. Il y a longtemps, très très longtemps, à une époque où l'humain n'était qu'un animal parmi d'autres, régnait dans la brousse une paix qui défiait l'éternité. Si l'on entendait pleurer, ce n'était que de rire. Si l'on voyait quelqu'un se trémousser, ce n'était que sous l'emprise de la danse et non d'une quelconque douleur. Tous les êtres vivants allaient à quatre pattes, ne se nourrissaient que de fruits et de feuilles, ne buvaient que de la rosée et n'écouraient nul risque de finir en poussière. Ils ne sacrifiaient qu'à un seul génie tutélaire, Sou, qui était aux petits soins pour eux. Ils avaient le choix entre tant et tant de loisirs qu'ils ne s'ennuyaient jamais. Et l'univers rayonnait d'un bonheur sans fin du matin au soir, du soir au matin. Acing de Noël Nétian Djekeri. Chers auditeurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue à ce nouvel épisode du K-Podcast. Avec nous, un grand, un artiste, un écrivain, notre compatriote, il est du Tchad. Né à Moundou, au Tchad, Noël Néténon Djekeri s'est spécialisé en informatique après des études supérieures de mathématiques. Il travaille dans une entreprise industrielle basée en Suisse, demeure cependant très attaché à son pays natal où il y retourne et séjourne régulièrement. Avec une enfance bercée par l'oralité subsaharienne, il découvre l'écriture qu'il embrasse avec passion et publie tant de textes, tant de romans, tant d'œuvres qu'il va nous gratifier aujourd'hui. On laisse place à notre invité du jour, le grand frère Nétéan Noël. Bienvenue au K-Podcast et merci d'avoir accepté l'invitation. Merci Haché, merci de m'avoir invité et merci à toute l'équipe et bonjour à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent. Noël, je précise à nos auditeurs que tu vis actuellement en Suisse, mais avant, tu restes et tu demeures quand même notre compatriote aussi du Tchad. Noël, tu es notre fierté, tu es un grand écrivain. Alors, est-ce que tu peux tout d'abord, par rapport à notre séance Enfance et évolution, nous gratifier un peu qu'est-ce que tu retiens de tes débuts en Afrique? Parce que justement, tu as commencé là-bas avant de venir t'installer en Suisse. Quels sont tes souvenirs d'enfance au Tchad? Alors, mes souvenirs d'enfance sont, je dirais, très divers et variés. Je suis né dans une famille polygame, mais dans un cadre bien singulier qui était celui d'une garnison militaire. Mon père était un de ce qu'on appelle couramment aujourd'hui les tirailleurs sénégalais. Oui. Et il a donc fait la Seconde Guerre mondiale dans la colonne Leclerc, qui fait partie de Fort-Lamy, et qui a combattu à travers le désert du Sahara jusqu'à Strasbourg et même au-delà, n'est-ce pas? Et donc, cela fait que j'ai vu le jour dans une garnison, dans la garnison militaire de Moundou, ce qui m'a permis d'être, je dirais, entre deux eaux, entre deux mondes. Je suis tombé, par exemple, dans la langue française, parce que à ce moment-là, j'ai pu très tôt aller à l'école avec des enfants français dont les parents encadraient l'armée à l'époque. Et donc, je suis tombé entre deux mondes, c'est-à-dire que j'avais d'un côté la possibilité d'étudier en français, et puis quand je rentrais à la maison, j'avais un père qui baragouinait le français parce qu'il a fait la guerre, mais qui ne maîtrisait pas la langue, et j'avais une mère qui ne connaissait pas du tout la langue. Donc vous voyez, j'ai grandi entre deux cultures. Et c'était une enfance relativement heureuse jusqu'au divorce de mes parents. Jusqu'au divorce de mes parents, parce qu'après, comme j'étais dans un milieu polygame, eh bien, j'ai dû composer avec des belles-mères qui n'étaient pas toujours des personnes
très bienveillante, c'est le moins que je puisse dire. Oui. Donc, j'ai eu quand même une enfance, je dirais, ballottée entre ces deux mondes-là, et j'ai baigné dans la culture orale, dans l'oralité subsaharienne, et en même temps dans la culture écrite occidentale, et cela relativement tôt. Et ça va déterminer un peu tout ce que je vais faire ensuite, notamment en matière d'écriture. Mais justement, Noël, d'abord professeur de mathématiques au Tchad, il y a eu, je voudrais savoir d'où vient ce déclic, cette passion pour l'écriture, parce que avec une bibliographie aussi impressionnante et riche, on sait que vous avez aussi le roman qui a été paru aux éditions Elis Hélas en 2019 avec Au petit bonheur Larousse, que j'ai eu aussi l'honneur d'avoir quand on s'est rencontrés justement à Lausanne c'était l'année dernière, enfin il y a 2 ans. Vous avez aussi La Minute Mongole, qui est une nouvelle édition La Cheminante. Il y a Mousso, qui est un roman aussi. Vous avez Goudangou ou les vicissitudes du pouvoir, Chronique tchadienne, Sandokola. Donc, d'où est venu ce déclic-là? Alors, comment dire, la passion pour l'écriture, pour la littérature a précédé, je dirais, mon aventure avec les mathématiques et les sciences. Hein. Je m'explique. J'ai eu très très tôt la conscience que il y a une chose que je voulais faire dans ma vie. Du moins, il y avait 2 choses que je voulais faire de ma vie, c'était écrire et étudier l'histoire. Et cette conscience m'est venue relativement tôt parce que quand j'avais deux grands frères, 2 frères aînés qui étaient au lycée quand moi j'arrivais à peine à la fin de l'école primaire. Et donc, ces 2 grands-pères ramenaient de la bibliothèque de leur cité ou bien de la bibliothèque des prêtres, des livres qu'ils laissaient traîner. Et donc, comme j'étais quelqu'un qui était relativement solitaire et livré à lui-même parce que je n'avais plus ma mère, j'avais tendance à m'enfuir dans les livres. Je lisais beaucoup, j'avais toujours le nez planté dans les livres et je lisais tout ce qui me tombait entre les mains. Et donc, j'ai lu, par exemple, autour de 10 ans, autour de l'âge de 10 ans, j'ai lu Le Cahier d'un retour au pays natal. Et, je n'y avais absolument rien compris. Mais il y avait la musique qui me portait. Et puis, peu de temps après, peut-être quelques mois après, je suis tombé, parce que un de mes frères était traîné ce livre-là, je suis tombé sur le discours sur le colonialisme. Et ce discours sur le colonialisme, c'était de la cause, n'est-ce pas? C'était un discours qui m'a beaucoup ébranlé. Et à ce moment-là, j'ai la prétention de situer à ce moment-là ma vocation littéraire, ma décision d'entrer en littérature. Et à partir de là, je me suis mis à écrire. Qu'est-ce qui vous a motivé à travers ce discours sur le colonialisme? Pourquoi justement ça? Alors, le discours sur le colonialisme, pour peut-être ceux qui ne l'ont pas lu ou qui n'ont pas pu y avoir accès, c'est bon, il faudrait peut-être déjà retracer brièvement l'histoire de ce livre-là, ou du moins la légende qui accompagne ce livre. Césaire a écrit le discours sur le colonialisme au début des années 50. Donc, à ce moment-là, la puissance impériale française était confrontée à une contestation découlant de la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que en Algérie, dès 1945, il y a eu les massacres de Sétif. Hein.
Et en 1947, il y avait le soulèvement de Madagascar. Et on était déjà à une époque où la puissance française était contestée de toutes parts dans son empire colonial. Et donc, un monsieur, un Français qui devait appartenir à ce qu'on appelait à l'époque le parti colonial, c'est-à-dire les défenseurs de la France coloniale, approche Césaire et lui demande s'il ne pouvait pas écrire quelque chose qui mette quand même en avant les réalisations, les bénéfices apportés par la colonisation au peuple colonisé. Et Césaire fait exactement l'inverse. Il dresse un réquisitoire contre la colonisation. Et donc, moi qui vivais dans un milieu, dans un camp, qui était dans une garnison qui était définie selon la géographie dite coloniale, où il y avait une partie du camp de la garnison avec des maisons dures, de l'électricité, des ventilateurs, des grillages autour des maisons, et la partie tchadienne ou africaine où il y avait des cases en dourdour, hein, comme on dit chez nous, oui. en poteau-poteau. En poteau-poteau, hein, oui. Voilà. Et j'avais très tôt conscience, et mon père me rendait attentif à ça, lui qui avait été blessé à Monte Cassino pour la France, hein, lui qui avait atteint le grade de caporal chef, ce qui était énorme dans l'armée française, oui. Eh bien, il était logé dans la partie africaine alors que des soldats français qui étaient de moindre rang, parce qu'ils avaient la peau blanche, ben, étaient logés dans les cases en béton, avec toit de tôle, etc., etc. Et donc, je dirais que ce livre-là est entré en résonance avec ce que me disait mon père et ce que je pouvais voir de mes yeux. Hein. Et donc, ça m'a complètement bouleversé. Hein. Et donc, j'ai découvert le cahier, le discours sur le colonialisme à ce moment-là. Oui. Et peu de temps après, Joseph Kizerbo, hein, le grand historien burkinabé, avait commencé à publier son histoire générale de l'Afrique. Hein. Et de deux, et puis de trois, j'ai découvert un peu dans les mêmes... ça s'est étalé peut-être sur 4 ou 5 ans, mais j'ai découvert ensuite les écrits de Cheikh Anta Diop, Nation Agriculture. Oui. Et donc, moi, je voulais étudier l'histoire. Mais, vous savez, encore aujourd'hui chez nous, on pense que nos pays ont besoin d'ingénieurs, d'architectes, de médecins pour se développer rapidement. Et dès que dans une école, dans un lycée, un élève avait des bonnes notes en calcul, eh bien, on avait tendance, ou simplement était bon, ben, on l'orientait toujours dans la filière scientifique. Et donc, c'est ainsi que je me suis retrouvé à faire les maths. Oui. Voilà. La question de l'orientation, elle est quand même assez épineuse au niveau du Tchad. Hein. C'est en fonction des notes qu'on oriente directement, beaucoup plus en scientifique, comme tu le dis, comme vous le dites, Noël. Et ça a quand même, c'est un coup dur quand même pour pas mal des jeunes parce qu'on décide un peu de leur avenir sans forcément leur demander leur avis. Sans leur demander leur avis, on leur apprend. Et moi, quand je suis arrivé quand j'ai eu le bac, et comme mon proviseur de l'époque m'avait en très bonne estime, je l'ai approché et je lui ai dit, mais vous qui allez participer à la commission d'orientation, est-ce que vous pouvez intercéder pour que je puisse m'inscrire en histoire, par exemple? Et il a éclaté de rire, il m'a dit, mais si je vais poser cette question-là, tout le monde va éclater de rire avec les notes que vous avez. C'est pas possible, on ne vous laissera pas aller étudier. Voilà. Et il était revenu me dire exactement, hein, il m'a dit, il a fait l'effort de poser la question et ça n'a pas été pris en compte. Donc vous voyez,
ça, c'est ainsi que je me suis retrouvé à mon corps défendant pratiquement à étudier les sciences, les mathématiques. Avant de finir et de vous plonger entièrement, on va dire, dans l'écriture. Merci beaucoup pour ceux qui viennent de prendre le train en marche. Nous avons aujourd'hui comme invité Néthéon Noël Njekeri, qui est un écrivain du Tchad, qui vit actuellement à Le Mans en Suisse, et qui est notre cher compatriote, qui a quand même sorti pas mal d'œuvres. Nous allons y revenir un peu plus. Noël, nous sommes dans la séquence d'actu et des faits divers avec vous. Euh, Aujourd'hui, on ne peut pas aborder les sujets, peu importe que ce soit sur l'éducation, la culture, la santé, sans pour autant rentrer dans la réalité dans laquelle nous sommes, liée à la pandémie de la Covid-19. Vous, en tant qu'écrivain, en tant qu'auteur, quel est l'impact de cette crise sanitaire dans votre vie de tous les jours? Alors, cette crise bouleverse évidemment mon train-train quotidien. Déjà, par rapport au travail, je suis tenu de faire un certain nombre de jours de travail, de télétravailler un certain nombre de jours. En général, je fais 2 jours de télétravail par semaine. Ça change aussi ma manière de vivre. Je ne peux plus voir qui je veux, il y a plus de manifestations. Il y a un certain nombre de campagnes de promotion de mon livre que j'ai dû annuler, de rencontres, de salons littéraires qui ne vont plus avoir lieu, etc. Oui. Et donc, cette pandémie bouleverse, voilà. En gros, les habitudes. Les habitudes, oui, les habitudes. Et surtout, ça m'interpelle par rapport à notre fragilité dans l'univers, par rapport à la fragilité de l'homme dans l'univers. Oui, parce que ça a échappé à tout contrôle en tout cas. Mais Noël, j'ai une question. Moi, je suis curieuse en fait de savoir. C'est vrai que quand on est auteur, quand on est écrivain, en tout cas, on a besoin d'être inspiré, d'avoir notre petit espace pour pouvoir produire nos œuvres et tout. Et dans votre cas, d'aucuns diront oui, c'est peut-être une aubaine quand on est confiné, on est à l'intérieur, donc on peut écrire, etc. Moi, je discute souvent avec des amis des fois qui disent ça. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Est-ce que c'est facile d'avoir de l'inspiration quand on est enfermé, entre 4 murs? Bon, d'aucuns disent que nous, les créateurs, on est confinés par nature, etc. C'est une partie vraie, c'est en partie vrai, mais l'inspiration, c'est au contact des autres qu'on peut la rencontrer. Ça peut être spontané, on peut s'enfermer comme un moine et puis tout d'un coup avoir des idées, mais moi je me nourris des rencontres pour travailler, je me nourris des rencontres pour créer mes textes. Et donc, compte tenu aujourd'hui que ces rencontres sont réduites ou carrément supprimées, eh bien, j'en souffre personnellement. J'en souffre personnellement et en même temps, la pandémie est un questionnement en elle-même. La pandémie est un questionnement énorme sur notre fragilité. Je reviens encore là-dessus en tant qu'homme. Et c'est une inépuisable source de réflexion et une source d'inspiration. Mais je suis de ceux qui croient que pour écrire, il faudrait le temps de la décantation. C'est-à-dire que on capte des choses qui viennent de toutes parts. Il faudrait que ces choses-là se décantent. C'est comme quand vous jetez de la poudre dans l'eau. L'eau devient troublée et il faut attendre que cette poudre-là se dépose au fond et même se sédimente pour donner naissance à une œuvre. Justement. Et donc, je ne suis pas de ceux qui écrivent sur
l'effondrement général, qu'on appelle savamment la collapsologie, etc. Je n'exploite pas encore ce filon-là. Mais n'empêche que le confinement, ça me permet quand même de travailler un certain nombre de textes et de trouver le temps d'écrire, par exemple, la fable que vous avez lue en introduction de votre enfant. Ah, bah magnifique. Alors, ça a fait quand même le bonheur de certains et c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Alors, Noël, vous savez, dans quelques jours sera célébrée le 23 avril, normalement, la Journée mondiale du livre et des droits d'auteur. Comment est-ce que vous appréciez en tout cas l'évolution de la littérature, enfin de l'écriture depuis Joseph Brahim Seyd à ce jour? Et surtout, quelle est votre appréciation de la place accordée à l'écrivain ou à l'écrivaine en tout cas par rapport à la protection des œuvres? Et si vous pouvez faire une comparaison entre la Suisse et le Tchad, très vite. Ah, voilà, alors je vais essayer c'est vraiment un sujet qui mériterait un débat en lui-même. Mais oui, c'est ça, justement. Être assez schématique. Je crois que au Tchad, je vais me référer à un symposium auquel j'ai participé en 2007, en décembre 2007 précisément, un symposium organisé par la coopération française, suisse, américaine et avec le support d'experts tchadiens, maliens, burkinabés, et on était une trentaine d'intervenants, des libraires, des éditeurs locaux, des écrivains francophones et arabophones, et on a réfléchi pendant une semaine sur la manière, les voies et moyens pour fluidifier le circuit du livre au Tchad. Et le constat qui est tombé d'entrée, c'est que le livre est beaucoup trop cher au Tchad. Même le livre qui est fabriqué localement est beaucoup trop cher. Est-ce qu'on peut dire cher et inaccessible aussi? Inaccessible, oui, c'est hors de prix. Même les livres produits sur place qui se vendent à 5 000 francs. 5 000 francs, c'est un dixième du salaire moyen. Il faudrait gagner beaucoup pour pouvoir s'offrir ce luxe-là. C'est justement aussi, bien sûr, en plus que ce soit un luxe, Noël, je rajouterais aussi que c'est ça qui fait aussi que c'est quand même un frein pour encourager en tout cas les jeunes et les adolescents à s'intéresser. À s'intéresser aux livres. Et donc, il faudrait que l'État, on a, à l'issue de ce symposium, on a remis un mémorandum avec 14 propositions que j'ai sous la main, avec 14 propositions. On a remis ce mémorandum à 4 ministres en exercice, dont les ministres de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale. Et donc, on a fait un travail énorme. Et avec le recul, ça se passe en 2007, ça fait déjà presque 14-15 ans. J'ai revu ce matin pour notre entretien les 14 points qui ont été évoqués. J'en ai repéré difficilement 3 qui ont été satisfaits. Donc, ça veut dire qu'on est, depuis 2007, c'est au point stagnant, quoi. Il n'y a pas forcément eu d'évolution satisfaisante, ou du moins encourageante. Voilà, il n'y a pas eu d'évolution parce que je crois qu'au niveau du pays, les gens n'ont pas conscience que le livre ne doit pas être un luxe. Le livre, c'est un outil principal de développement. C'est le vecteur, ça devrait être le vecteur principal de la connaissance et donc du développement. Et tant que l'État ne prendra pas des mesures, notamment en termes de défraiement sur les taxes, etc., pour permettre aux livres de circuler, vous savez, il y a 4 grands acteurs du livre, dans n'importe quel pays, que ce soit la Suisse, la France, etc. Il y a, bien sûr, il y a l'écrivain à la base, l'écrivain, l'auteur. Ensuite, il
lecteurs qui forment un groupe. Il y a ensuite le libraire et le bibliothécaire, et enfin le lecteur. Et donc, vous voyez, c'est ces quatre pôles-là qui doivent fonctionner de concert pour que le livre vive. Hein. Oui. Alors, nous autres, on publie nos livres ici, oui. En Suisse. Moi, je publie mes livres en Suisse. Ce livre-là, ils se vendent, en livre de poche, ils se vendent 20 francs suisses. Oui. 20 francs suisses. Qui fait à peu près combien de CFA, euros 20 euros à peu près, 22 par 600. Dans les 20 quelques mille CFA, c'est ça? Voilà, exactement. Ou moins. Et donc, moins, je pense. Quoi de 12, ça fait 12 000 francs. 12 000, c'est même moins, ouais. Voilà, autour de 12 000. Mais qui, aujourd'hui, peut s'offrir ce livre-là au Tchad? Ceux qui ont les moyens de s'offrir ce livre-là n'ont pas le temps de le lire parce qu'ils courent après les prébendes et ils n'ont pas le temps de lire. Et ceux qui ont envie de le lire, c'est-à-dire les étudiants et les élèves, n'en ont pas les moyens. Hein. Et donc, avec mon éditeur, par exemple, qui est un éditeur très engagé, on a fait en sorte, il a fait en sorte que mon livre sorte en format électronique auprès d'une maison basée à Dakar pour que le prix soit divisé par 3, voire 4. Mais j'ignore encore à ce jour si cette version électronique qui est très prisée en Afrique occidentale, si elle est aussi prisée chez moi au Tchad. Reste à savoir justement, Noël, et ce serait, ça me permet de rebondir sur une toute autre question par rapport encore à l'implication et à l'attraction, en tout cas des jeunes. Aujourd'hui, à l'ère du digital, si on arrive, vous avez aussi des livres audio, peut-être que ce serait un moyen de réfléchir à comment attirer les jeunes pour pouvoir encore plus les impliquer et puis leur offrir aussi un accès qui soit plus digitalisé. Donc, peut-être que cette peur-là, il faudrait voir un peu au niveau du marché tchadien si ça intéresserait justement les jeunes. Oui, alors, on a maintenant des moyens de communication à travers l'Internet, etc., les livres électroniques. Et je me demande, parce que la dernière fois que j'ai été à la Bibliothèque nationale, c'était en 2017. Je ne sais pas si aujourd'hui il y a eu une section réservée aux livres électroniques. Parce que les livres électroniques sont meilleur marché et on peut très facilement les acquérir et les mettre à la disposition des jeunes, soit dans la Bibliothèque nationale elle-même, soit dans les bibliothèques des lycées. Je pense que pour ceux qui nous suivent, et puis ce sera un combat qu'on va devoir mener, cher Noël, pour pouvoir rendre cela possible. Noël, nous allons passer à la dernière séquence de l'émission qui tend vers la fin. Je sais que vous parlez beaucoup de l'histoire, de la culture, vous y croyez fortement, de la place en tout cas de la lecture et de l'écriture pour changer les choses. Toujours dans le même esprit, Noël Djekéri, en vous remerciant d'avoir accepté de passer à cet épisode du K-Podcast, est-ce que vous pouvez nous gratifier, cher Noël, par un petit message, justement en langue locale, à nos auditeurs? Un message d'inspiration, s'il vous plaît. Voilà, alors je vais vous dire en ma langue maternelle un message, mais en rapport justement avec la fable que je vous ai écrite. Oui. Alors, Ndakonde, Ndatilapia, Karakaralai, Nintar Bogumida, Batel Kila Dosi, Tar Kandikara, le Kasi Deglo, Tar Letobe, Nikinga Banganda, Tourneg Tournédiaba, Ungi Djedodu, Ouidebo. Oui. Alors, en traduction. Mes chers sœurs et frères,
je vous salue. Je prends la parole aujourd'hui pour vous rappeler ce que disaient nos ancêtres dans le temps. Les ancêtres disent ceci: le singe ne considère rien que ce qu'il a dans le ventre. Réfléchissez, dit merci. Merci infiniment. Sur cette belle note, nous allons clôturer cet épisode du K-Podcast. C'était avec nous Nétéan Noël Djekeri, qui est écrivain tchadien, qui vit en Suisse, qui nous a gratifié et honoré par sa présence avec nous pour cette édition, qui se place aussi sur le signe, en tout cas, du mois qui célèbre en même temps la journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Merci Noël d'avoir accepté cette invitation. Nous souhaitons plein chance et plein succès, en tout cas dans tous vos projets, et qu'on puisse dépasser cette crise liée à la Covid et qu'on puisse encore se retrouver sous le beau soleil, Inch'Allah, du pays de Toumaï. Pour ceux qui nous suivent, c'était la KSE à travers le K-Podcast. Suivez-nous sur nos pages Facebook pour plus d'informations. Nous allons partager des informations supplémentaires sur notre invité. Noël, vraiment un grand merci au nom de toute l'équipe de K-Podcast. Merci encore. Merci à toute l'équipe. Merci de m'avoir accordé tout ce temps. Et puis, merci à tous ceux qui nous font l'amitié de nous. Vous êtes toujours la bienvenue. On espère vous avoir encore dans un autre épisode pour développer encore plus les sujets parce qu'il y avait tellement de questions, mais le temps est arrivé à son échéance. Merci infiniment et prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.